tous. Merci beaucoup d'être là pour ce projet qui me tient énormément à cœur avec notre section de l'UEJF à Sciences Po depuis le tout début de l'année scolaire. Donc on espère que nos efforts porteront leurs fruits et que vous allez vraiment apprécier ce film qui me tenait énormément à cœur de projeter, qu'on a beaucoup aimé personnellement. On a vraiment hâte que vous partagiez votre ressenti et que vous partagiez à la discussion qui va suivre après avec Michel Hazanavicius qui nous rejoint à 21h. Donc je ne vais pas prendre plus de votre temps, on va lancer le film maintenant. Mais avant tout, juste un petit message de remerciement pour Carla qui a beaucoup œuvré pour la projection et au Christine Club de nous recevoir. C'est vraiment super. Donc sur ce, passez un très bon film, bon visionnage et on se retrouve juste après pour la discussion. Bonjour. Bonsoir. 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 Ça va? Ça vous a plu? Ah oui. Donc personne ne va me poser de questions, Il y a quelqu'un qui a une question? Oui? Alors, bonsoir. Bonsoir. Merci. Je voulais vous demander, parce que le film il est assez étrange dans votre filmographie, déjà par l'animation, par le drame, mais surtout par le fait qu'on parle totalement du judaïsme, ce qui est très peu arrivé avant dans votre filmographie. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous vouliez en parler dans ce film? Alors le film ne parle pas du tout du judaïsme, il parle des justes, donc il parle du génocide juif, mais pas de judaïsme à proprement parler. En fait, dans ma filmographie, j'ai fait il y a 20 ans, j'ai coécrit et produit un documentaire sur le Rwanda, j'ai fait un film sur la Tchétchénie. Le film n'est pas très causant, il y a des petites réminiscences aussi de The Artist, etc. Donc effectivement, c'est pas le côté grand détournement, OSS 117, coupé, les comédies, tout ça, mais il n'est pas si incohérent que ça, en fin de compte. Donc voilà, je vais au projet, auquel je crois au moment où je m'engage sur un projet. Et dans les 7 mercenaires, je ne sais pas si vous voyez le film Les 7 mercenaires, donc à la fin, il y en a un qui dit « Mais pourquoi tu as accepté ?» Il dit « Sur le moment, ça m'a paru être une bonne idée. » C'est un peu ça, en fait. Mais après, pour être un peu plus précis, j'ai eu le livre de Jean-Claude Grimbert entre les mains. Je ne sais pas si vous avez lu le livre, mais le livre est bouleversant. Et en lisant le livre, non seulement j'ai aimé l'histoire, j'étais ému et tout ça, mais aussi je trouvais que c'était une manière assez, c'est pas nouvelle ou pas fraîche, c'est pas le bon mot, mais en tous les cas comme moi je n'avais pas, on m'avait jamais raconté l'histoire autour du génocide juif de cette manière-là. C'est-à-dire que là, en gros à chaque fois que le monde du spectacle où la littérature s'est adressée à moi en me parlant de ça, j'ai eu l'impression qu'avec des chefs-d'œuvre, comme Maus, comme Si c'est un homme, il y a eu plein de chefs-d'œuvre, mais à chaque fois, si vous voulez, alors il y a les gros trucs, mais sinon, c'est comme si je savais un peu ce que j'allais ressentir, c'est comme si je savais un petit peu ce qu'il fallait même que je ressente, enfin, et au bout d'un moment, c'est vrai que je crois, un peu comme tout le monde, j'ai un peu rangé tout ça dans une petite boîte en disant, bon, je sais, quoi. Enfin, je sais à peu près ce qu'il faut penser et ressentir sur cette histoire-là. Et comme une espèce de petite mise à distance, etc. Et en fait, qui sans doute participe un peu à l'amnésie collective et générale, mais
Mais voilà. Et puis là, tout d'un coup, on me raconte une histoire qui n'est pas du tout celle-ci, en fait. Et je lis un livre où d'abord, les personnages principaux ne sont pas juifs, ne sont pas ni des victimes ni des bourreaux, alors que systématiquement, j'ai toujours eu l'impression qu'on était du côté soit des victimes, soit des bourreaux, c'est-à-dire soit une espèce de tentative de compréhension ou de dissection un peu clinique de la personnalité du bourreau, soit une longue prière pour les victimes. Et là, pas du tout. Là, on raconte des gens qui font un choix. Voilà. Et pour moi, cette histoire, c'est des gens, ce couple de bûcherons, c'est des gens qui arrivent à faire le choix de, pour employer un grand mot, le choix du bien, quoi, le choix de la dignité, le choix de la fraternité, le choix de l'humanité. Et chacun d'une manière différente. Et ça m'a semblé d'abord, oui, je crois que je ne l'avais pas vraiment entendu de cette manière-là, et ça m'a semblé très, très, très ancré dans notre époque. Et en fait, j'ai commencé à travailler sur ce film il y a 6 ans, et en fait, plus que jamais aujourd'hui, je trouve que cette question-là du choix et du libre arbitre, dans une situation où on a l'impression que le monde s'écroule autour de nous, puisque Auschwitz, entre autres, mais Auschwitz, c'est ça, c'est le monde qui s'écroule, et bien il y a des gens on a le choix, et il y a des gens qui font le bon choix. Et voilà. Le choix du bûcheron, c'est, au départ il est contre cette gamine, il est contre s'engager pour lui sauver la vie, il est dans une espèce d'anti-juif de circonstances, quoi, disons, locales et dans son époque, et puis en fait la gamine va tout emporter sur son passage, et il va faire le choix de se comporter comme ça et d'être injuste. Et la bûcheronne, c'est différent. La bûcheronne, c'est elle fait le bon choix dès le début, mais de manière complètement instinctive, et voilà, mais elle va comprendre que c'était un choix, parce qu'au départ, elle met tout sur le compte des dieux et des divinités, les dieux du train, etc. Et en fait, son trajet à elle, c'est de comprendre que non, c'est pas les dieux, c'est des choix, c'est les hommes et les femmes font des choix qui non seulement les définissent, mais aussi écrivent l'histoire. Et donc voilà, et ça me semble être, encore une fois, plus que jamais aujourd'hui, quelque chose enfin d'important à dire. Surtout, je parle beaucoup, hein, non, mais surtout quand on fait un film d'animation qui s'adresse aussi à des enfants. Quand on s'adresse à des enfants, on a des responsabilités peut-être un peu plus grandes que quand on s'adresse à des adultes. Et les héros ou les figures qu'on leur propose, elles ont, elles ont une responsabilité. Donc je trouve qu'aujourd'hui, proposer à des gamins des héros qui incarnent le choix de la dignité, je trouve que c'est bien. Moi, quand j'ai grandi, enfin, non, j'étais déjà un peu ado, mais dans les années 80, le cinéma américain, les gars tuaient des gens, mais enfin par centaines dans les films, et ça ne posait pas vraiment de problème. L'autre fois, on a regardé, je crois, j'ai revu Le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Bon, alors, les gars meurent, mais par dizaines et par dizaines, mais même lui, il perd son meilleur pote au milieu du film. Il est triste juste la fin de la séquence, quoi. La séquence d'après, ça y est, c'est fini, quoi. Et bon, c'est pas pour faire le moraliste, mais je suis pas sûr non plus que ce soit quand même. C'est pas génial enfin, comment dire. Enfin, vous m'avez compris. Je veux pas paraître pour un vieux réactionnaire débile, mais c'est quand même des modèles qu'on propose aux gamins. Après, je suis peut-être un vieux réactionnaire débile. Hein. Donc oui, donc ok. Merci beaucoup pour votre réponse. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. C'était magnifique, merci beaucoup. J'avais une question sur le choix des dessins et de l'animation, parce que je trouve que c'est pas un choix qu'on voit très souvent.
et ça paraissait presque un peu hors du temps. Voilà, donc je voulais savoir comment ça s'était fait pour vous. Eh ben, je vous remercie parce que c'était un petit peu l'objectif, en fait, une espèce de... là aussi, je reviens au livre de Jean-Claude Grimbert. Quand je l'ai lu, j'ai vraiment eu l'impression de lire un classique, en fait. J'ai eu vraiment l'impression que l'histoire existait avant qu'ils ne l'écrivent, un peu comme les frères Grimm. C'est des contes qu'on retrouve dans plein de cultures, dans plein de parties du monde différentes, etc. Comme si les contes existaient, et puis à un moment donné, des écrivains les couchaient sur papier. Donc j'ai eu ce sentiment-là, et je me suis dit comment essayer de retranscrire cette chose-là au cinéma, essayer de retrouver cette saveur. Et donc voilà, donc j'ai pas du tout essayé de rechercher on travaille toujours avec des références, on n'invente rien vraiment, mais j'ai pas essayé de chercher des références dans l'animation, mais plutôt dans une iconographie qui précède le cinéma et qui était plutôt ou qui accompagne les débuts du cinéma. Donc c'était plutôt de la peinture classique et puis le mélange de peinture classique et d'estampes japonaises qui a été un mouvement en France qui s'appelait le japonisme et qui a donné beaucoup de gravures, d'illustrations et qui donne un peu aussi ce côté un peu littéraire. Voilà. Par ailleurs, on est parti de mes dessins de personnages. Moi, j'ai fait que les personnages et j'ai essayé de trouver une cohérence. Moi, je dessine pas comme ça, je dessine au crayon à papier et tout, donc il fallait faire quand même des dessins animables. Donc on a trouvé ce travail sur le trait, un trait un peu épais avec des cernets, etc. Et donc ce que je vous racontais sur l'illustration, la gravure, a permis de travailler avec des traits épais aussi sur le décor et d'avoir une espèce de cohérence entre personnage et décor. Alors, bonsoir. Déjà, merci pour votre présence et pour ce film qui vient littéralement de me faire pleurer, mais bon, ça c'est après. Moi, j'avais une question par rapport à pourquoi est-ce que vous avez choisi l'animation, enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à faire dans l'animation pour ce film? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué ou surpris pendant le processus du film? Voilà, merci. Oui, la lenteur m'a frappé. C'est très long de faire un film d'animation et moi j'en avais jamais fait, donc j'ai découvert à mesure que le processus avançait les étapes les unes après les autres. Et donc voilà, après ce qui m'a frappé dans les trucs positifs, enfin après il y a eu plein de trucs positifs, mais c'est vrai qu'il y a un truc spécifique de l'animation. D'abord les gens de l'animation, on a l'impression que ils font un autre métier que les autres personnes qui font du cinéma. Comme s'ils ne faisaient pas de cinéma, alors qu'en fait c'est du cinéma. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait le fait de ne pas... tout ça va être vraiment bouleversé avec l'intelligence artificielle, mais en tous les cas, le fait de, jusqu'à il n'y a pas longtemps, une photographie ou un film était le témoignage de quelque chose qui était arrivé. Donc il y avait, dans le fait de voir des images avec des acteurs, etc., l'idée d'un report de la réalité. Donc les films sont quand même tenus malgré tout d'un certain réalisme. Même les films assez oniriques, ils obéissent aux lois de la gravité, de la perspective, etc. Quand vous faites de l'animation, vous recréez tout, c'est une recréation du monde total. Et en fait, cette recréation crée un rapport au spectateur qui est un peu différent, à savoir, on n'est pas attaché au réalisme. Et donc on peut avoir beaucoup plus accès à des choses un peu plus poussées. Alors ça peut être de l'onirisme, de la poésie, etc. Mais pour les films plus marrants, c'est plus de la caricature, des rythmes qui n'existaient pas dans la vraie vie, etc. etc. Et donc en fait c'est un peu plus... Il y a une zone de narration auquel vous n'avez pas accès, disons, quand vous travaillez avec des acteurs. Et ça, c'était assez agréable pour moi, parce que vous pouvez être beaucoup plus, entre guillemets, symbolique. Par exemple, le fait de... C'est un exemple comme ça, mais
le personnage du père, quand il sort des camps, c'est absolument pas réaliste, c'est-à-dire jamais personne n'est sorti du camp comme ça avec personne. Mais il me semble que d'une manière émotionnelle, cette manière de raconter est juste parce qu'elle raconte une espèce de solitude et l'idée d'être un fantôme, en fait, d'être devenu un fantôme, d'être revenu du royaume des morts, donc être un fantôme. Et donc du coup, je peux lui mettre un drap, je peux le faire. Il y a des plans où j'ai enlevé les pieds, il flotte littéralement, etc. Ça, c'est des choses que l'animation vous permet. Et donc ça, c'était pour moi très... c'est un truc que j'ai découvert en le faisant, qui était... comme metteur en scène, disons, j'ai aimé ça. Après, cet outil, il a ça, mais je vous dis, par ailleurs, il est extrêmement long, vous êtes dépendant de plein de gens. Vous voyez dans un film avec des acteurs, vous tournez, vous préparez, mais le jour 1 de production, vous avez déjà 10-12 plans, 15 plans qui sont faits, quoi. Là, votre premier plan, il arrive au bout de 2 ans, le plan fini. Donc vous êtes dans une espèce de brouillard comme ça pendant 2 ans, c'est un peu spécial. Après, pourquoi l'animation? Déjà que je réponds à la question, j'ai fait long, là, pourquoi l'animation, ça peut durer 5 heures. Pour faire simple, d'abord on me l'a proposé comme ça, pour faire extrêmement simple, mais ça ne répondra pas vraiment à la question. En creux, tourner avec des acteurs et leur demander d'interpréter des gens dans un wagon de déportés ou des gens qui sortiraient des camps, j'en suis, moi, totalement incapable. Pourquoi j'en suis incapable? Parce que j'ai un problème avec le hors-champ, c'est-à-dire j'ai un problème avec quand vous allez au cinéma, il y a un truc qui s'appelle la suspension d'incrédulité, c'est-à-dire vous arrivez, vous acceptez qu'on vous raconte une histoire, vous savez très bien que Brad Pitt n'est pas espion dans la vie, qu'il est acteur, mais vous acceptez le jeu, d'accord? Dans le cas d'un train de déportés et des camps d'extermination, cette suspension d'incrédulité, j'ai un peu de mal. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous voyez que c'est des acteurs, vous savez que c'est des acteurs, vous savez que hors champ, il y a une table régie, que s'il a froid, il y a une couverture, s'il a faim, il y a des Twix et des trucs. Et en fait, c'est tout d'un coup, ce mensonge-là, il devient gênant, il peut même devenir obscène, en fait, assez rapidement. Les dessins, il n'y a pas de mensonge dans les dessins. Les dessins, ils sont faits que pour ça, il n'y a pas d'hors-champ, ils n'ont pas une autre vie que celle-ci. Les dessins, c'est vraiment une proposition artistique évidente de représenter quelque chose, mais pas de le recréer, enfin pas de le reproduire, pas de le mimer, si vous voulez. Et donc, ça crée une espèce de paradoxe qui est qu'un dessin qui n'est absolument pas réaliste, pour moi, a moins de mensonges, donc d'une certaine manière est plus proche de la vérité, qu'un acteur fait de chair et d'os qui va interpréter quelque chose. Donc je suis beaucoup plus à l'aise avec l'animation. Et puis après, il y a un truc, pour le coup, extrêmement prosaïque aussi, qui est une histoire de corps. C'est-à-dire que si vous avez un acteur qui, comme les gens qui sortaient des camps, en fait, les survivants, ils faisaient 27 kilos. Si vous avez un acteur que vous voyez qui fait 27 kilos, soit c'est des effets spéciaux et vous êtes gêné, soit le type a vraiment perdu tout ça, et donc vous ne voyez qu'une performance d'acteur. Dans le meilleur des cas, vous dites c'est extraordinaire, mais dans le pire des cas, vous dites c'est honteux. Mais ça pose un problème, en fait, qui est, à mon avis, qui n'a pas de solution, quoi. Et alors qu'en dessin, c'est plus simple. Pourquoi est-ce qu'elle prie plusieurs dieux? Est-ce que c'est pour se rapprocher un peu de la légende? Pourquoi est-ce qu'elle prie plusieurs dieux? Est-ce que c'est pour se rapprocher d'un certain esprit de légende, ou est-ce que c'est
une façon de dire que le christianisme est polythéiste. Non, alors ça c'est dans le livre. Je ne crois pas qu'il y ait une réflexion théologique de la part de Jean-Claude Grimbert. Je crois que c'est plus pour montrer une espèce de femme très simple qui n'a pas une éducation, ni religieuse ni générale. C'est l'avantage des contes, c'est-à-dire dans les contes, les choses et les gens. Par exemple, personne n'a de nom dans les contes. C'est la princesse, c'est le bossu, le petit pousset, l'ogre, tout ce que vous voulez, le dragon, mais c'est jamais Jean-Marc, Nathalie, etc. Et en fait, en créant des archétypes comme ça, les histoires que vous racontez tendent vers l'universalité. Mais pareil, il n'y a pas de... c'est toujours il y a très longtemps dans un pays lointain, c'est-à-dire il n'y a pas d'époque, il n'y a pas de lieu réellement. Et donc je crois, c'est mon interprétation du livre de Jean-Claude Grimbert, je crois que le fait qu'il dit les dieux du train, les dieux des vents, les dieux du soleil, etc., c'est pour pas dire Jésus. Alors à un moment donné, on voit une petite croix pour symboliser une tombe, certes, mais c'est une manière de ne pas figer les choses. Voilà. Dans le livre, cette logique du conte est un petit peu moins poussée que dans le film. Dans le film, par exemple, le mot juif n'est jamais prononcé, le mot Auschwitz n'est jamais prononcé. C'est ni par pudeur, ni par je ne sais quoi. C'est pour rendre cette histoire vraiment universelle. À mon sens, mais je l'impose à personne, mais à mon sens, on ne peut pas réduire cette histoire à une histoire de juifs, ou à une histoire d'Allemands, ou même à une histoire d'Européens. C'est une histoire au même titre que le Rwanda, l'Arménie. C'est une histoire qui concerne l'humanité, et les gens que vous voyez, en leur enlevant leur prénom, enfin leur nom, quasiment le lieu où ils habitent. Alors là, on sait à peu près où ils habitent, on connaît l'époque, certes, mais on est dans une situation donnée, mais en leur enlevant le nom de leur dieu, etc., on crée des humains. On ne fait pas des Polonais versus des Allemands avec des Juifs, etc. On crée des humains avec d'autres humains. Un homme, une femme, un enfant, un autre homme. Voilà. Et je trouve que c'est ce qui permet que cette histoire, d'une certaine manière, accueille tout le monde, ouvre les bras et que tout le monde puisse y avoir accès. Je pense que c'est une façon de comme extraire le légendaire de chaque élément et les transformer en personnages et les faire jouer dans une histoire. Comme ça, on crée la légende des éléments historiques, en fait. Alors, oui, moi je dirais pas légende, je dirais universalité, mais peut-être légende. Parce que c'est un conte de fées, il y a l'élément de conte de fées dedans. C'est un conte. Oui. Ouais. Enfin, conte, pas oui, conte de fées, oui, pardon. Ouais. Mais oui, c'est un conte. Oui, j'ai compris. Mais ça, c'est aussi l'humour de Jean-Claude Grimbert. Et c'est la force, je trouve, de son livre, c'est que sous la forme d'un conte, il pose aussi la question de la fiction, il pose aussi la question c'est-à-dire la fiction, c'est aujourd'hui comment représenter le génocide juif, comment représenter Auschwitz. La question, elle existe depuis... je crois même qu'elle a dû même se poser pour les Allemands pendant, mais en tous les cas, depuis la fin de la guerre, la question se pose. Pendant longtemps, il y a eu une espèce de silence parce que personne ne voulait écouter ce que les survivants avaient à dire ou avaient à raconter. Il y avait même une forme de culpabilité pratiquement des gens qui avaient survécu. Et puis après, il y a eu l'ère Lanzmann, c'est-à-dire l'ère du documentaire et du témoignage. C'est-à-dire quasiment seule la parole des témoins avait été légitime et avait valeur. Ce qui est tout à fait compréhensible, c'était la vérité de cette époque, en tous les cas c'était j'allais dire le dogme, mais en tous les cas c'était l'usage, voilà. Parce que les survivants étaient là, parce que les survivants pouvaient raconter, ils pouvaient enfin raconter.
Donc voilà, il y a une valeur historique à tout ça. Et puis Lanzmann est mort, les survivants aussi, etc. Et forcément la question change. La question ne peut plus, enfin, on ne peut plus dire aujourd'hui que seule la parole des survivants est légitime, parce que sinon ça veut dire qu'on arrête de raconter cette histoire. Et donc la question de la fiction forcément rentre en jeu. Et c'est pas un hasard si depuis quelques années on voit arriver des fictions qui osent faire ce que nos aînés n'osaient pas faire. Donc voilà, et Jean-Claude, qui écrit depuis 60 ans sur cette histoire-là, cette fois-ci a pris l'idée d'un conte, c'est-à-dire de l'ultra-fiction. Voilà. Mais dans le film, moi j'ai créé un mouvement qui n'est pas vraiment dans le livre, qui est en partant vraiment de l'ultra-fiction, c'est-à-dire de l'animation. Il était une fois dans un grand bois, voilà, un pauvre bûcheron, une pauvre bûcheronne, et petit à petit, la réalité rentre comme ça par petites touches, elle rentre dans le conte, et puis finalement la fiction s'en va, et en fait il n'y a plus que la réalité à la fin. Même si c'est de l'animation, mais en tous les cas, on finit Gare de l'Est, et dans... Deux questions techniques, je peux. Et la première, durant le passage où il y avait des images du génocide avec les armes comme les fantômes, le son, il faisait vibrer en fait. Est-ce qu'il y a eu une technique particulière pour le son, ou c'est juste... Non, c'est juste... Si c'était mon corps ou si c'était... Non, je voulais juste une sorte de cacophonie, en fait, mais qui était avec des éléments qu'on avait déjà eus. C'est-à-dire, il y a le son du train, il y a le son des camps, il y a cette musique qui revient, la comptine qui revient, et puis la musique de cette séquence-là. Donc voilà, c'est une espèce de cacophonie. En fait, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des fréquences qu'on n'entend pas mais qu'on sent, qu'on utilise au cinéma. Je me demande si c'était ça. Bon, une autre question. En fait, comment vous avez approché le projet pour faire de l'animation? C'est-à-dire, comment vous avez abordé le projet, puisque vous faites normalement du tournage, comment vous avez abordé l'animation? Comment vous avez fait ce passage? J'ai fait comme n'importe quel réalisateur qui fait un film d'animation, c'est-à-dire j'ai fait des dessins, on a établi des personnages, et puis après j'ai travaillé avec des équipes d'animation, voilà. Enfin normalement en fait. Ok, merci. Donc déjà, merci infiniment d'être là. Moi, j'avais une question plutôt au sujet de la réception de votre film, puisqu'en fait, il y a beaucoup de parallèles qui ont été faits par rapport à l'actualité, notamment quand on voit les commentaires de certains spectateurs. Et c'est justement relié à cet aspect très universel dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous, justement, ces nombreuses comparaisons qui sont faites, est-ce que ça vous conforte dans l'idée que c'est possible de faire une histoire universelle et que ce soit une mémoire qui parle à tout le monde? Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez peut-être qu'il y a un aspect un peu dangereux dans ces comparaisons parfois? Enfin, comment vous vivez le fait que votre film soit très relié à l'actualité, en tout cas dans la réception de qu'en ont fait certains spectateurs? Il faut que vous soyez plus explicite, parce que là, Oui, ouais. En fait, j'ai revu des critiques et des commentaires du film qui ont été faits, et donc il y a souvent des spectateurs qui disent « ça m'a fait penser au conflit israélo-palestinien, ça m'a fait penser à la guerre en Ukraine, ça m'a fait penser à la Syrie ». Comment vous vivez ça lorsque vous parlez d'une histoire très universelle? Comment vous vivez le fait que chacun le rattache finalement à une histoire Mais ça, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. C'est même l'idée, enfin, c'est-à-dire, j'ai aucun problème avec ça. Après, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc un peu derrière votre question qui est un peu plus complexe que ce que vous dites là, mais par exemple, à Marseille, j'étais à Marseille une fois, et il y a un type qui vient me voir et qui me dit voilà, je suis lecteur du Monde, je suis un ancien prof et tout, bon, très bien.
Et il dit, quand je vois ces images de petites filles qui sur les bombes, je ne peux pas m'empêcher de penser aux enfants palestiniens. Et puis il me regarde comme ça, je dis, ben oui, je comprends tout à fait, oui, bah, c'est très bien et tout ça. Donc jusque-là, si vous voulez, moi j'ai aucun problème. C'est la phrase d'après qui pose problème, c'est-à-dire qu'il dit, c'est quand même fou que ce soit les mêmes gens qui ont vécu ça, qui font vivre ça maintenant aux Palestiniens. Donc là, effectivement, là, ça me pose problème. Mais d'une certaine manière, c'est pas mon problème à moi, c'est son problème à lui, dans le sens où c'est pas quelque chose dont moi je parle dans le film. En revanche, dans le même truc, il y a plusieurs spectateurs qui m'ont dit oui, à la fin vous dites que tout ça n'a pas existé, on dirait que vous n'avez pas peur que ce soit un discours révisionniste, etc. Je ne crois pas que le révisionnisme, que le négationnisme aujourd'hui soit un problème majeur, c'est-à-dire que je crois que des gens qui disent que tout ça n'a jamais existé, enfin, il y en a très peu, en tout cas ils ne sont pas vraiment pris sérieusement. En revanche, le relativisme est un problème. Voilà, c'est pas parce que je comprends complètement que du point de vue, pour le dire autrement, du point de vue de la souffrance des victimes, il y a évidemment il y a évidemment des équivalences et de l'humanité à avoir pour toutes les victimes de tous ces conflits dont on parle. Mais c'est pas parce que la souffrance est équivalente à la souffrance des victimes que la nature du crime est la même. Donc le petit glissement, il est là, c'est là où moi je m'arrête, si vous voulez, c'est-à-dire que oui, ce film peut être, comment dire, peut apporter peut-être du réconfort, on peut parler à des gens, on peut avoir un écho sur plein de conflits, mais ça ne fait pas de tous les crimes, ça ne met pas tous les crimes au même niveau. Voilà. Et quand je dis au même niveau, là encore, il n'y a aucune échelle de valeur, c'est juste que certains crimes ne sont pas les mêmes. Merci. Merci beaucoup. Le film est super puissant en termes, avec la musique et très peu de paroles. Et pourquoi ce choix de très peu de paroles, beaucoup de musique, surtout pour un conte qui d'habitude on a l'habitude d'entendre un conte raconté plus que simplement vu. En fait, c'est la nature des personnages. Les bûcherons, ils vivent dans une cabane au fond des bois, etc. Donc c'est pas des gens du verbe, ils ne sont pas très causants en fait. Donc ça me semblait tout à fait normal qu'ils ne parlent pas des masses. La gamine, elle ne parle pas. Et les déportés, pareil, je trouvais qu'il y avait... je sais pas, il y avait le silence, ou en tout cas les non-dialogues me semblaient plutôt bienvenus dans cette histoire-là, dans la tonalité générale. Et puis, ça permettait aussi de garder des dialogues un peu littéraires, de garder ce côté un peu justement, littéraire, qui gardait l'idée du conte assez présente dans l'équilibre. Et puis, oui, la musique fait partie de l'environnement. Je sais pas, j'avais peut-être trop mis, je sais pas, mais en tous les cas, non, mais pour tout vous dire, j'en avais mis un peu plus, et parfois un peu plus fort, et en fait, c'était trop, et j'en ai enlevé, et j'ai un peu baissé, et j'ai fait remonter des bruits, des sons de la nature, des sons du train, les sons, et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de retrouver tous ces sons-là. Donc, il y a eu un gros travail de son fait par l'équipe de monteurs son. Et donc voilà, c'est compliqué à trouver l'équilibre, mais voilà. Puis j'ai quand même travaillé avec un grand compositeur de films, Alexandre Desplat, donc j'en ai profité. En fait, aussi parce que le film, il est pas basé, il n'est pas construit sur le mode de scène dialoguée. C'est pas comme un film de fiction qui
qui évolue par scène dialoguée. Il est lyrique, il est raconté, c'est un conte, c'est comme si c'était un livre raconté aussi. Il est plus raconté que guidé par... Non, il y a 3 interventions du narrateur, mais sinon, non, c'est vraiment un film de fiction, sauf que les personnages ne parlent pas. Mais le fait d'avoir fait un film muet, moi, m'a aidé pour le concevoir comme ça. Et puis par ailleurs, je trouve que le silence est souvent plus fort que les mots. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je voulais vous dire que je suis fan de tout ce que vous avez fait déjà. Vous êtes un spécialiste de la comédie, de tout ce qui est parodique, comme La Classe américaine ou 1617. La preuve. Ouais. Et justement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire que là, vous excellez aussi dans l'animation et que ce film-là, je le considère comme important, comme une sorte de devoir de mémoire. Est-ce que ça vous encourage, avec les critiques que vous avez reçues, à continuer à réaliser ce genre de film? Alors moi, devoir de mémoire, je suis pas fou du terme. Le terme devoir, c'est surtout devoir voilà. Je sais pas, je peux pas trop vous répondre en fait à cette question parce que je fais, comme je vous disais tout à l'heure, je fais vraiment les films. Au moment de m'engager sur un film, je vais là où le désir est le plus fort. Mais ce qui guide les choix, c'est l'idée du désir en fait, pour un film. En fait, quand vous faites un film, vous engagez pour 2-3 ans de fabrication et après, vous le gardez toute votre vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, on me parle encore de OSS 117, ou là, vous venez de me parler de La Classe américaine. Ça a 30 ans, plus de 30 ans, La Classe américaine. Donc c'est des trucs qui vous accompagnent toute votre vie, c'est des bagages, voilà. Donc calculer ou machin, j'y crois pas trop, donc je fais confiance vraiment à mon désir. Mais ce moment du choix, voilà, il est vraiment important, donc je vais un peu à l'instinct comme ça. Bonsoir. Merci beaucoup déjà pour le film. Moi j'avais une question à propos, vous avez parlé des films qui vous suivent toute votre vie, mais qu'est-ce que vous avez mis de vous dans ce film? Je sais que souvent quand on réalise un film, parfois on peut s'identifier à un personnage ou s'identifier à quelque chose ou y mettre aussi de ses souvenirs ou de ses propres sentiments. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait un peu sans réfléchir avec votre expérience? Ou est-ce qu'il y a certains éléments que vous avez aussi puisés dans votre propre vie? D'abord, on ne fait pas de film sans réfléchir. Non. C'était mal formulé, mais... Enfin, quoique, il y en a... Ça dépend, ouais. Non, je rigole. En fait, dans tous les films, vous mettez énormément de vous, et des fois, vous ne savez pas ce que vous mettez, mais en vrai, moi, j'ai plein de copains réalisateurs et réalisatrices, et je les reconnais quand je vois leurs films. Je les reconnais à une manière d'aborder une scène, à une manière de développer une scène, à un rythme, à un dialogue qui s'enchaîne, à une manière de parler d'un personnage, à ce que raconte le film. Et en fait, tout ça infuse. Et on associe souvent les films aux acteurs, mais quand vous connaissez les réalisateurs, les films sont des autoportraits. Presque tous les films sont des autoportraits, si tant est qu'on les fait avec le cœur. Mais voilà, par exemple, à tel point que j'ai fait le film que j'ai fait, pendant que je faisais celui-là, que j'ai dû arrêter à cause du Covid. On a dû s'arrêter quelques mois et j'ai fait un film qui s'appelle Coupé, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un remake d'un film japonais. C'est un remake assez fidèle, mais c'est un film, que je pense être extrêmement personnel, alors même que c'est un remake assez fidèle. Celui-ci est tout aussi personnel, OSS sont tout aussi personnels. En fait, ils sont tous... je mets beaucoup de moi-même dans tous. Là, les choses évidentes, si vous voulez, c'est de par mon histoire familiale.
je viens d'une famille juive d'Europe de l'Est, donc on vient de cette histoire-là. Mais aussi le fait que je dessine depuis que j'ai 10 ans, mon rapport au dessin, peut-être plus que dans d'autres films, ici, il s'exprime. Le fait que Jean-Claude Gaimbert soit un ami de mes parents depuis qu'ils ont 16 ans, donc c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi d'une certaine manière. Bon, ça c'est des choses, si vous voulez, un peu évidentes. Le fait aussi que je me suis rendu compte, vous parlez de devoir de mémoire, encore une fois, je n'aime pas le terme, mais cette histoire-là du génocide juif m'a été transmise par mes parents sans même vraiment qu'ils me racontent. Jamais mes parents m'ont dit bon, il faut qu'on te parle, voilà ce qui s'est passé. Jamais ça arrivait comme ça. Pour autant, j'ai eu l'impression très très jeune d'avoir toujours connu et d'avoir toujours su à peu près tout ce qui s'était passé. Et même si c'est pas vrai, c'est mon ressenti était celui-ci. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout le ressenti de mes enfants, j'en ai 4. Et je crois que le fait d'avoir fait, de m'être engagé sur ce film, c'est aussi, d'une certaine manière, créer un pont entre mes parents et mes grands-parents et mes enfants. Et donc essayer de transmettre, de passer une histoire, de passer quelque chose. Donc voilà. Mais après, je vous dis, il y a les visages des déportés, les images dont vous parliez tout à l'heure en fusain, tout ça c'est des choses que j'ai fait moi, que j'ai fabriquées de mes mains. Et donc en fait, je suis à beaucoup d'endroits dans ce film-là. Ouais. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ce film est plus personnel que le remake d'un film japonais ou une comédie d'espion ou un film muet. En fait, non, parce que ça devient une blague, ce truc de... Maintenant, dès que je fais un film, les journalistes disent ah, vous, c'est toujours différent et tout. Mais en fait, ça me semble tout à fait normal. C'est-à-dire, on ne mange pas toujours la même chose. Vous n'allez pas toujours voir le même type de film. Vous ne lisez pas toujours le même type de livre, etc. Donc, c'est tout à fait normal de s'intéresser à plein de choses. Donc, cette curiosité-là, moi, je la mets dans la fabrication des films. Je n'imagine pas faire toujours le même film. Mais ça me semble tout à fait naturel d'aller, de s'intéresser à des choses différentes et pas... je crois que j'aurais été malheureux si toute ma vie je m'étais intéressé à un seul truc, comment faire rire les gens avec un espion par exemple. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Quand je suis allé voir le film, moi, la première fois, je ne savais pas du tout que c'était à propos, que ça parlait du génocide juif, que ce sujet-là était abordé. Et sauf erreur de ma part, il me semble que ce n'est pas du tout abordé dans la promotion du film. C'était une volonté de votre part? Ah non, si, c'était complètement abordé dans la promotion du film. Ah, vous n'avez pas fait attention encore. Ah non, il n'y a pas eu de... Non, pas du tout. Du coup, je ne peux pas répondre à votre question. Pour le coup, moi, j'en avais jamais entendu parler que ça parlait de ça, en fait. Ouais, mais vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Hein. Ah bon? Mais c'est bizarre, alors. Ouais. Mais peut-être que vous êtes abonné au journal de Mickey exclusivement. Ah non. Parce que là, ils ont peut-être pas... Non, il n'y a aucune... je me suis même retrouvé à dire, alors que franchement, pour moi, ça n'a jamais été un problème, ni un machin, à dire que j'étais juif, à dire, comme je viens de dire à votre collègue, que ma famille était juive, etc. Non, il n'y a pas de... Le fait que le mot juif et Auschwitz ne soit pas prononcé dans le film, c'est de la mise en scène, c'est ni de la politique, ni de la pudeur, ni de la peur, ni je ne sais quoi, c'est de la mise en scène. Bonsoir et merci pour votre présence. Alors j'ai 2 questions en une. La première, c'est quand vous avez créé le film, est-ce qu'il y a une scène qui vous a particulièrement marqué dans sa conception, sa création, pour vous en tant que créateur? C'est la première question. Et la deuxième, parce que j'avais un sans deux, est-ce que après avoir terminé votre film, est-ce que ça vous a donné un autre regard sur le monde ou sur votre propre façon de créer des choses?
Alors la première question, oui, il y a une scène qui, depuis le début, d'abord, parce qu'elle me posait un peu de problème à la lecture du livre, c'est la scène de retrouvailles avec sa fille dans le village à la fin. Dans le livre, il retrouve sa fille, il la reconnaît, elle lui sourit, et puis il s'en va. Je crois qu'il y a peut-être une phrase pour expliquer vaguement ou effleurer l'idée de pourquoi il s'en va, mais il part comme ça. Et pour moi, dans un film, c'était incompréhensible enfin, c'était pas possible qu'avec tout ce qu'on avait mis en place, le type retrouve sa fille, elle lui sourit, et il s'en va. Donc il a fallu mettre en place tout un système qui a l'air, j'espère, fluide et simple, mais qui en vérité était extrêmement complexe à mettre en place, c'est-à-dire de comprendre son choix qui est respecter le choix de la petite, c'est-à-dire et que lui se voit dans le... Tout ça n'est pas dans le livre, en fait, le fait qu'il se voit en miroir, et quand il se voit, il comprend le choix de la petite d'aller vers celle qu'elle croit être sa mère, et non pas ce type qui fait peur. Et donc il fallait aussi partir en avant et le déshumaniser, et un peu plus que ce qui est dans le livre. Donc en fait, il y a eu tout un... Parce que pour moi, c'est la scène haute du film, et donc il y a eu toute une conception un peu compliquée, avec arriver à la fin du jour, les lumières qui s'éteignent petit à petit, pour que ça s'éteigne au moment opportun, pour qu'il se voit en miroir, etc. Donc oui, elle a été extrêmement compliquée mais même, je crois, de tous les films que j'ai faits, je pense que c'est vraiment la scène la plus compliquée que j'ai eu à concevoir, à mettre en place et à mettre en scène. Et l'autre question, je ne sais pas, écoutez, peut-être finalement, je ne sais pas pour la suite, mais là en ce moment, je viens de sortir un livre, que je vous conseille d'acheter. Non, mais qui est un livre où j'ai été rencontrer des combattants ukrainiens et sur le front, et donc c'est un livre de portraits, écrits et dessinés d'ailleurs de ces gens-là. Et donc, alors, est-ce que c'est l'époque qui fait que la guerre s'intéresse plus à moi qu'avant? Ou est-ce que c'est ce film qui m'a peut-être plus sensibilisé? Je ne saurais vous répondre, mais le fait est qu'on est bien dans la merde et que oui, c'est des thèmes, comment dire, donc je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais peut-être que ça m'a plus sensibilisé que ce que j'aurais pu faire, je ne sais pas. Merci beaucoup. À part ça, le livre est... Non mais il est bien, le livre. Je sais que vous vous dites, qu'est-ce qu'il a à nous raconter là-dessus, mais vous verrez, c'est pas grave. Alors, je repose... Non, attendez, une chose. Je l'assure pour vous. Non, mais et tout l'argent de ce livre, enfin, en tout cas, mes droits et les droits des éditeurs vont sur une plateforme de dons qui a été créée par le président Zelensky. Donc, oui, il parle de... Pas de souci. Et je retourne sur la musique, mais comment ça s'est passé pour la composition et notamment, moi j'ai trouvé que la musique qui est pendant les camps, avec la voix, est particulièrement touchante. Et du coup, voilà, je voulais savoir comment ça se passe quand on compose pour un film d'animation. Alors, bon, comment dire, la musique, la comptine qui est chantée, donc ça, je ne dirais pas à Alexandre Desplat que c'était votre partie particulièrement touchante, mais elle était préexistante, c'est une chanson qui existe, qui est chantée en yiddish par Marie Laforêt, figurez-vous, et que vous pouvez trouver sur YouTube. Cette version est une version qu'elle a chantée en direct à la télévision. Et donc voilà, si vous mettez Marie Laforêt, chanson yiddish, vous tomberez dessus. Et je la trouvais extrêmement belle sans comprendre les paroles. Je savais juste qu'elle s'appelait, je
sais plus, noisettes et miel et amandes, ou un truc comme ça, vu que c'était une comptine pour les enfants. Il s'avère que ça parle des trains, en fait, dans la comptine, mais que ça en parle d'un point de vue un peu positif. Alors, les trains vont t'emmener dans un endroit merveilleux, tout ça, donc, mais pur hasard. Voilà. Sinon, comment ça se passe? Comme je vous disais, le processus est très très long. Alors, Alexandre Desplat, il faut prendre votre ticket, c'est un peu comme quand vous allez dans des magasins où il y a la queue, vous prenez votre ticket puis vous attendez votre tour, donc il faut aller, parce il en fait beaucoup, et avec des réalisateurs très talentueux, donc j'ai été le voir dès le début du projet, et il a adoré, quand j'avais le scénario, il a dit ok, j'y vais et tout ça. Mais par contre, il ne pouvait travailler qu'une fois qu'il y avait un peu de l'animation à lui. Donc régulièrement, j'envoyais un peu des dessins, des choses et tout ça, il était au courant. Mais il a commencé à travailler quand il avait un peu des plans animés qui s'enchaînaient, etc. Et puis quelques plans en couleur, mais en tout cas, toute l'animation était à peu près faite. Voilà. Moi, pendant ce temps-là, je travaillais avec de la musique tout le temps. Et donc j'avais placé des musiques, mais j'avais placé la symphonie numéro 5 de Mahler, l'Adagio de Barber, la musique de Ratatouille, plein de trucs, que du haut niveau en fait. Et donc quand il est arrivé, lui normalement il n'aime pas écouter ce qu'on appelle les tape tracks, c'est-à-dire les morceaux temporaires en fait. Il n'aime pas, mais je lui dis écoute, il y a tellement peu de dialogue dans le film que je suis obligé de te montrer avec la musique pour que tu comprennes le sens des scènes et tout ça. Donc il a regardé, après il m'a dit super, génial. Là, puis il y avait du Bernard Herrmann, enfin il y avait vraiment beaucoup de trucs. Et puis en fait on a fait ce qui s'appelle le spotting, c'est-à-dire point d'entrée, point de sortie, cette séquence-là, voilà ce dont on a besoin. Moi j'avais mis ça, et tout ça, et en fait comme il est vraiment extrêmement talentueux, donc en fait il a respecté tout ce que j'avais fait, sauf qu'il a tout réinventé et qu'il en a fait la musique est devenue une voix du film, comme l'âme du film, d'une certaine manière, elle accompagne tout le film d'une manière évidemment beaucoup plus cohérente que ce que j'avais pu mettre moi, parce que c'était des morceaux très, comment dire, qui avaient une valeur interne à chaque séquence, mais sur la longueur, c'était un peu n'importe quoi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, merci beaucoup. J'avais une question, parce que le choix de l'animation, vous, ça attire, comme vous l'avez dit, un public qui peut être plus jeune. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout la scène des visages. Et je voulais savoir, c'était important pour vous de montrer la mort de cette façon, notamment à un public plus jeune? C'est pas que c'était important, c'est que vous ne pouvez pas parler d'un camp d'extermination ou évoquer un camp d'extermination et faire croire que c'est un endroit digeste. Donc il faut à un moment donné ressentir l'horreur de ce qui a pu se passer. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est la manière... Vous avez entendu parler de l'effet Kuleshov, ça vous dit quelque chose, non? L'effet Kuleshov, oui. L'effet Kuleshov, c'est un truc de cinéma que les cinéastes russes ont découvert au tout début du cinéma, qui est que quand vous mettez une image d'un acteur qui ne joue rien, suivant le plan d'avant et le plan d'après, les spectateurs vont lui greffer une intention de jeu. Si vous mettez un banquet, ils vont dire l'acteur a joué qu'il avait faim. Si vous mettez un cadavre, ils vont dire l'acteur a joué qu'il était triste. En gros, c'est ça. Les images que vous avez vues, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, c'est juste une espèce de temps et d'image qui propose au spectateur un temps de réflexion, un temps de pensée, tout simplement. Même pas de réflexion, mais de pensée. Cette pensée, elle s'exerce avec qui vous êtes. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît extrêmement les camps, extrêmement bien l'histoire des camps,
va greffer sur ces images-là tout son imaginaire, toute sa connaissance des camps, etc., pour amener au point de ce qui lui semble être insupportable, mais qui va quand même réussir à supporter parce qu'on est dans du spectacle et voilà. Un enfant de 7 ans ou de 9 ans, il va faire exactement pareil, mais avec sa connaissance à lui et avec son degré, lui, d'insupportable. Pour le dire autrement, si vous mettez ce que l'enfant a dans sa tête pendant cette séquence-là, un homme de 60 ans, le type de 60 ans, il va rigoler. En revanche, si vous mettez ce que l'homme de 60 ans a dans sa tête pendant cette séquence à un enfant de 7 ans, l'enfant de 7 ans, il tombe, je pense. Voilà. Donc, d'une certaine manière, chaque spectateur se raconte l'insupportable. Voilà. Après, c'est des images qui ne sont pas explicites, en fait. C'est pas des images explicites, c'est un tableau. Quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, alors déjà merci beaucoup encore. Moi j'avais une question sur du coup le fait que le film en soi est une adaptation, enfin est tiré d'un livre à la base, et vous travaillez avec, vous avez travaillé avec Jean-Claude Bienvers sur le film. Comment ça s'est passé, quelle liberté on peut prendre et comment on fait cette adaptation, comment on respecte aussi l'auteur original, comment ça s'est passé tout simplement? Alors, comme je vous disais, c'est un ami de la famille, donc je le connais bien. On a travaillé pendant notamment un été, c'était la canicule, donc lui, en plus c'était des conditions un peu particulières parce qu'il avait perdu sa femme peu de temps auparavant et c'était un couple très fusionnel, donc il était un peu... voilà, donc j'allais le voir, c'était la canicule, il était torse nu. Il m'a dit tout de suite, je l'ai déjà écrite moi cette histoire, j'ai pas du tout envie de la réécrire. Et en plus de ça, il a déjà fait des adaptations, il a travaillé sur des scénarios avec Costa Gavras notamment. Il avait aussi fait les dialogues du Dernier Métro, le film de François Truffaut. Donc il a déjà été dans cette situation-là, où il m'a dit, je ne veux pas être l'auteur derrière toi qui te dit, il faut que tu gardes ci, il faut que tu gardes ça, etc. Donc en gros, j'allais chez lui, on parlait beaucoup, je rentrais, j'écrivais, le lendemain matin j'arrivais, je lui lisais, il me disait, on a bien travaillé aujourd'hui, et puis après on parlait, et puis je rentrais, j'écrivais, et ainsi de suite. Mais le fait est que de parler beaucoup a été une part extrêmement importante dans le processus d'écriture. Si vous voulez, bon, moi je grattais le papier, mais il a été extrêmement, comment dire, comme un mentor, quoi, si vous voulez. Il a été extrêmement, voilà, comme un guide. Et des fois, il part, on ne sait pas trop où il va, mais tout d'un coup, il y a une fulgurance, puis il retourne sur ses pattes, et voilà. Et puis avec des choses très simples, par exemple, il me disait, n'oublie pas qu'on s'adresse aussi aux enfants. Il faut du tact, il faut de la délicatesse, ou il me disait, essaye quand même de les faire sourire de temps en temps, parce que c'est lourd quand même, tout ça. Donc voilà, donc il m'a beaucoup, comment dire, enfin, c'est pas il m'a beaucoup, on a vraiment travaillé ensemble, chacun à un endroit tout à fait différent. Mais voilà, donc... enfin, pour moi, c'était des moments très privilégiés, quoi. Très, très, très bien. Voilà. Il y avait quelques trucs sur lesquels il n'était pas d'accord. En fait, je peux vous raconter une histoire qui est pas mal. Il y avait des trucs sur lesquels il n'était pas d'accord. Par exemple, il n'était pas très d'accord sur l'histoire dont je vous ai raconté, le fait que la petite rigole et que là, elle ne rigole plus, etc. Mais ça, il a lâché un petit peu plus vite, un peu vite. Il n'était pas d'accord sur le fait que les parents, les bûcherons, pardon, aient perdu un enfant. C'est un truc que moi j'ai rajouté, mais qui n'est pas dans le livre. Mais moi, ça permettait de gagner du temps et de me passer de parole et tout, pour plein de raisons et tout ça. Mais il m'a laissé faire.
Après coup, il m'a dit non, mais en fait, t'avais raison, c'est très bien et tout ça. Mais l'histoire que je voulais vous raconter, c'est que son père était donc déporté en 1943. Lui, il avait 4 ans. Et quelques semaines après, il a été arrêté avec son frère et sa mère. Il habitait dans le 10e arrondissement. Ils l'ont amené au commissariat. Le commissaire les a renvoyés chez eux pour une raison inconnue. Et donc, il est reparti avec son frère qui a 5 ans de plus que lui et sa mère. Et sa mère a envoyé les 2 petits dans le sud de la France, à Moissac exactement. Mais Jean-Claude, il avait 4 ans, donc il se souvient de rien en vrai. Son frère, qui avait 9 ans, c'est lui qui a tout géré, c'est lui qui a tout pris, c'est lui qui a tout, c'est lui qui a vécu toute cette période-là, et en protégeant son petit frère. Okay, des années plus tard, Jean-Claude s'est mis à raconter cette histoire de plein de manières différentes, dans des pièces de théâtre, etc., etc. Et à chaque fois, son grand frère lui disait ouais, bon, c'est pas terrible, c'est pas génial, t'aurais pas dû raconter ça, etc., etc. Et quand on a fait la projection pour une avant-première pour le film, le grand frère est venu à la projection. Et j'attends. Le grand frère est venu à la projection et donc 90 ans, le grand frère. Et il est sorti, il a dit à Jean-Claude, ah bah tu vois, ça restaure. Donc du coup, Jean-Claude était hyper content. Et donc voilà. Je crois qu'on doit rendre la salle, mais merci infiniment. Merci beaucoup.